Vendredi 29 avril 2022, bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro du Forum des rédactions où nous recevons deux directeurs de publication. Mais avant de vous les présenter, parlons des sujets à débattre. Au menu de ce forum des rédactions, pension des députés, que comprendre du nom de talent, revalorisation des salaires, les attentes ont-elles été comblées? Une interrogation à laquelle nous allons répondre, ou du moins à laquelle répondront mes débatteurs. Troisième sujet, boycott les sapeurs-pompiers sans véhicule d'assistance. Et pour finir, nous irons à Bonamé pour s'interroger, les fidèles en ont-ils marre? Vous comprendrez un peu plus dans ce débat. Voilà les sujets qui meubleront ce forum des rédactions. Merci de garder votre position. On se retrouve juste après cette virgule. Pour débattre des sujets de ce jour, Zachary Gangbo, il est à ma droite, à ma gauche plutôt, j'allais dire. Bonjour, Zachary Gangbo. Bonjour, Maurel. Et dites-nous, vous êtes le directeur de publication du journal La Flamme du Golfe. Est-ce que la flamme est toujours allumée? Oui, Maurel, la flamme est toujours allumée, même si c'est en veilleuse, c'est toujours allumé. La flamme est en veilleuse, d'accord. Et puis, son vis-à-vis, à ma droite, c'est bien Sergino Lokossou. Sergino Lokossou, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour à tous les téléspectateurs. Votre première fois dans nos locaux, vous êtes directeur de publication de Vif d'Afrique. Parlez-nous en 30 secondes du journal. C'est bien ça, Vif d'Afrique, c'est un quotidien d'information et d'investigation. Nous nous intéressons à l'actualité, à ces informations qui éveillent l'Afrique. Nous avons notre façon assez coupée et décalée de nous prononcer sur les petits et grands faits qui font l'actualité béninoise, africaine et internationale. Donc c'est un peu ça, Vif d'Afrique. Vif d'Afrique, comme je l'ai dit, nous sommes plus dans l'investigation, nous nous intéressons plus au Bénin et à l'Afrique. Voilà qui est dit. Merci à vous, Sergino Lokossou. Merci à vous, Zachary Gangbo. Pension des députés. Nous allons aborder à présent les sujets. Que comprendre du nom de Talon au cours de cette rencontre avec les syndicats et le patronat sur les négociations en ce qui concerne la valorisation des salaires? Le chef de l'État s'est prononcé et sur la proposition, sur cette proposition de loi des députés qui vise la pension pour les députés. Et à cet effet, il a affirmé n'être pas favorable à cette initiative d'aménuisement des finances publiques au détriment des priorités de la République. Nous avons pu dégoter un extrait de ces propos que je vous invite à suivre. Si j'ai entendu à l'ouverture de la session ordinaire du Parlement, j'ai entendu dans les propositions de loi, ce n'est pas un projet de loi, M. Kassa, qu'une loi sera votée pour une pension aux députés. J'ai vu ça, j'ai découvert ça comme vous. Le gouvernement n'a pas envoyé de projet de loi au Parlement pour fixer une pension pour les députés. Si vous voulez prendre mon avis là-dessus, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de débat en public, mais je ne suis pas favorable à ça. Mais les députés, on les a élus, vous les avez élus comme tous, pour qu'ils prennent l'initiative des lois. Donc s'ils ont pris l'initiative de cette loi-là, le gouvernement aura à se prononcer. S'ils ont les moyens de le faire, tant mieux. Mais s'il faut compter sur les moyens de nous tous, là, nous aurons à nous prononcer. Et devant le Parlement, nous dirons qu'on n'a pas ces moyens-là. Il y a des choses qui sont plus urgentes. Alors s'il faut une pension pour les députés, il faut une pension pour les maires, il faut une pension pour les ministres, il faut une pension pour tous ceux qui ont une fonction politique. Or, la fonction politique n'est pas du métier. La pension provient de ce qui est de notre métier, ce pourquoi nous travaillons dans notre vie. La fonction politique est une parenthèse dans notre vie au quotidien. On va servir, on revient faire ce pourquoi on est formé, ce pourquoi on a vocation. Techniquement, c'est compliqué. Moralement, c'est pas bien, c'est pas éthique. Il y a plein de choses qui font que cette pension qui est évoquée par cette proposition de loi, moi, soulève en moi quelques réserves.
C'est vrai que la question de la pension des présidents d'institutions, de ceux qui ont exercé des hautes fonctions comme président de la République, président de l'Assemblée nationale, requiert notre attention. Parce que c'est des fonctions de représentation. Un ancien président de la République ne veut pas être dans le dénuement et devenir un clochard dans les rues, ne pas avoir à manger. Même pour l'image du pays, c'est pas bien. Il y a quelques fonctions sur lesquelles, comme ça, pour lesquelles il faut effectivement qu'il y ait une prise en charge. Voilà, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez suivi les propos du chef de l'État, Zakari Gangbo, Sergino Lokossou. Pourtant, j'ai entendu des gens affirmer que le chef de l'État voulait contenter ses amis. Sergino Lokossou, que pensez-vous alors de cette position du président de la République, Patrice Talon? Je pense que la proposition de loi, parce qu'elle vient des députés, cette proposition, elle est intervenue à un moment où nous connaissons une cherté de la vie. Cette cherté est expliquée par deux causes principales. La première, c'est la pandémie de coronavirus qui a secoué tout le système mondial et béninois également. La seconde cause, c'est également la guerre en Ukraine, dont nous recevons presque tous les jours ces chocs exogènes. Et donc, dans un contexte pareil, où on parle de cherté de la vie, je pense que, comme l'a dit le chef de l'État, il ne voudrait pas casser la tirelire pour céder à cette doléance des députés, qui est quand même une proposition, ce n'est pas encore validé. Et je pense, tout comme le chef de l'État, que pour mériter une retraite, une pension à la retraite, il faut avoir cotisé pendant 30 ans. C'est ce que je connais, c'est ce que je sais. Et donc, le mandat du député, comme le chef de l'État l'a dit, c'est une représentation, certes, mais il représente le peuple à un moment donné, pendant 4 ans ou 5 ans peut-être. Et donc, en 4 ans, est-ce que le député a déjà cotisé de l'argent pour pouvoir s'assurer une retraite? Parce que c'est l'argent cotisé par le travailleur qu'on lui donne à sa retraite. Et donc, je pense que, comme l'a dit le chef de l'État, moi je pense que ce n'est pas possible. Maintenant, les députés qui ont proposé, j'ai appris que c'est une dizaine de députés qui sont initiateurs de cette loi-là. Je me demande si est-ce qu'ils ont véritablement réfléchi. Paraîtrait-il que c'est une loi qui existait depuis et ils ont ressorti cette loi qu'ils ont toilettée maintenant pour l'adapter, on va dire ça comme ça, à nos réalités. Mais je pense que il y a plus urgent, comme l'a dit le chef de l'État. Aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même travailler. Les députés doivent travailler à l'amélioration des conditions de vie et de travail du peuple qu'ils représentent. Parce qu'ils sont des représentants du peuple. Parce que tout se joue au Parlement. Et les actions, les rôles qu'ils jouent sont connus. C'est contrôler l'action du gouvernement et voter des lois comme ils ont fait des propositions. Je pense que cette proposition, c'est vrai, quand on fait un travail donné, ça mérite une rémunération. Et quand ils représentent le peuple durant ce laps de temps, ils ont des privilèges. Il y a des primes de session. Il y a un grand privilège qui est l'immunité parlementaire dont ils disposent. Et ça leur offre beaucoup d'avantages, à mon avis. Donc je pense que pendant un seul mandat, ou 2, ou 3, si vous le voulez, je ne pense pas qu'ils aient cotisé assez d'argent pour toucher après leur retraite. Donc je pense que c'est peut-être bête ce que je dis, mais ce qu'on connaît, c'est l'argent permanent de l'État qui travaille pendant 30 ans. Pendant ces 30 ans, il cotise de l'argent. Il n'y a pas qu'il finit de travailler et il reste à la maison, l'État lui donne de l'argent. C'est qu'il a cotisé. Donc c'est cette cotisation qu'on leur donne. Moi, je pense qu'en un seul mandat, les députés ne peuvent pas cotiser autant de l'argent parce qu'à la retraite, vous prenez votre pension jusqu'à votre mort, je crois. Et donc, je ne pense pas qu'ils aient cotisé en un seul mandat de député ou en 2 ou en 3 ou en 4, si vous le voulez, pour bénéficier de ces pensions-là. Donc, je pense qu'il y a mieux. Nous vivons actuellement une crise économique qui ne vient pas forcément du Bénin, parce que nous sommes à l'ère de la globalisation où tous les problèmes qui touchent un État X peut se faire sentir dans un État A ou B, sur n'importe quelle partie du globe où se trouve cet État-là. Donc je pense qu'il y a mieux. Il y a les aspirants qui sont là. Par exemple, le chef de l'État a dit qu'il ne pourra pas leur donner 12 mois sur 12. Je pense que fondamentalement, il faut que les députés puissent travailler véritablement à jouer leur rôle comme cela se doit, à penser au peuple qu'ils représentent, pas à penser à eux. Ils sont députés pour servir le peuple parce que c'est une fonction politique, c'est ça, assez d'os. C'est comme les militaires, les hommes en armes, ils offrent leur poitrine pour sauver la nation. En quelque sorte, les députés offrent leur poitrine pour défendre le peuple, pour répondre aux aspirations du peuple, aux déshydratats du peuple. Et donc, aujourd'hui, le peuple béninois, vous allez entendre dans tous nos marchés, ça coûte cher.
tout le monde se plaint. Les pères de famille que nous sommes, il y en a qui ont fait l'option des fromages de soja, à défaut d'aller acheter les viandes qui coûtent 3 000 le kilo, même plus. Certains pères de famille ont fait l'option du fromage de soja qui coûte moins cher. Donc, il faut travailler, je pense, à accompagner le gouvernement pour trouver les voies et moyens de pouvoir supporter ces chocs que nous recevons, surtout au plan économique. Parce que quand vous entendez le gouvernement, ça ne vient pas du gouvernement, mais le peuple ne comprend pas. Le peuple, c'est le gouvernement, c'est le président Talon. Donc, il faut que les députés puissent travailler. Il y a urgent. Aujourd'hui, il y a le RAVIP qui est là, il y a la liste électorale informatisée. Qu'ont-ils fait dans leur circonscription électorale, ces députés-là? Est-ce qu'ils sont allés sensibiliser les populations d'aller sortir pour aller s'enregistrer sur ces listes-là? Parce qu'il faut vous le rappeler, la liste électorale est un instrument éminemment politique. C'est ça qui va... la crédibilité de cette liste-là donne une élection paisible et apaisée. Vous allez voir les opposants, après les résultats, je suppose, je ne suis pas alarmiste, mais ils diront que la liste n'est pas crédible et qu'ils n'ont pas participé à cette liste, à la confession de cette liste-là. Qu'est-ce que les députés, qu'est-ce que nos parlementaires ont fait pour pouvoir accompagner les populations dans leur circonscription électorale? Puisqu'ils sont des représentants du peuple, donc c'est supposé que dans chaque circonscription électorale, ils doivent partir pour aller sensibiliser le peuple. Je pense que je ne suis pas contre les parlementaires, mais cette loi, à mon avis, n'est pas opportune. Et donc, il y a mieux à faire. Je voudrais dire également que la 8e législature, il n'y a pas que tout est mauvais. Il y a que... Même si elle est monocolore. Évidemment, même si elle est monocolore, il y a quand même des actions à encourager au sein de cette 8e législature. Très bien, Sergino Lokosso. Nous allons nous tourner donc vers... Zakari Gango. Zakari Gango, un mot sur cette position du chef de l'État qui est resté droit dans ses bottes et qui a montré qu'il n'a pas d'amis au Parlement. Bon, moi, spécialement, pour la toute première fois, je vais féliciter le chef de l'État. Pour la toute première fois. Pour la toute première fois. Parce qu'en 6 ans, vous ne l'avez jamais fait. En 6 ans, je ne l'ai jamais fait. Je sais de quoi je parle, je ne l'ai jamais fait. Et pour une toute première fois, je le félicite. Et je suis en train de voir qu'il a, entre griffes ou entre parenthèses, une bonne vision, une vision pour en tout cas, le peuple béninois. C'est ça. Sinon, comment comprendre que les députés, certains députés, une catégorie de députés, quand même, fassent cette proposition de loi pour rémunérer, pour donner la pension aux anciens députés. C'est-à-dire ces gens-là, comme on le dit, ne sont que là pour leur ventre. Ils sont là pour leur ventre. Donc, c'est-à-dire ils ne pensent plus à ceux qui les ont envoyés à l'Assemblée nationale, ils ne pensent qu'à eux-mêmes comment construire des villas un peu par-ci. Même à la retraite, ils vont continuer à se moquer de nous, les mandants. C'est nous qui les avons envoyés au Parlement. Donc c'est vraiment déplorable. Et je soutiens le chef de l'État dans sa position que de ne jamais accepter à ce que cette proposition de loi soit une réalité dans notre pays. Ce n'est pas bien. Donc, ils n'ont qu'à penser, comme le dit mon vis-à-vis, il y a des urgences dans le pays. Il y a des choses très urgentes dans le pays. On ne pense pas à ces députés-là, ne pense pas à ces trucs-là. Et ils pensent à comment, quand ils seront à la retraite, rémunérés. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que ces gens-là pensent à leur ventre, parce que la fonction politique vous appelle à servir de façon ponctuelle. Donc, c'est une manière de se servir suffisamment. C'est une manière de se servir suffisamment au moment où ils sont là. Mais après qu'ils ne sont plus là, est-ce qu'il faut continuer à se servir ou bien est-ce qu'il faut continuer à être servi? Et si ils sont là pour se servir, il ne faudrait pas qu'il y ait de l'essai, parce que quand il y a cet essai-là, ils seront constipés et la constipation Je pense que se servir... Donc, se servir, il faut le faire raisonnablement. Même les immunités, enfin,
les primes que les parlementaires reçoivent, tout est encadré par une loi, je crois bien. Ce service, c'est comme si l'agent est là et ils vont prendre ça comme ils le veulent, sans contrôle. Tout est contrôlé à mon avis. Mais ce service dont on parle, moi, je vois la chose beaucoup plus sur l'angle de skills. Ils ont beaucoup de primes. Ils ont de primes. Ils ont des privilèges. Justement, c'est pourquoi il faut en profiter. Mais quand on dit ce service, c'est comme si la caisse est là. Ce n'est pas une marmite où chacun peut aller se servir. Ce n'est pas une marmite où chacun peut aller se servir. Donc, franchement, comme l'a dit le président de la République, la fonction politique, ce n'est pas un métier qu'on a exercé pendant 30 ans. Et pour quand même avoir bénéficié d'une pension à la retraite, il faut pouvoir cotiser pendant 30 ans. C'est-à-dire, sur ton salaire, là, on fait une ponction pendant 30 ans. Et c'est après les 30 ans, là, que tu puisses quand même bénéficier d'une pension. Maintenant, les députés, ils ont une salaire politique. Il faudrait qu'ils en profitent. Il faudrait qu'ils se contentent de ça au moment où ils sont encore en service, au lieu de penser encore à être payés après leur fonction. La fonction politique n'est pas un métier comme l'a dit le président. Donc, il ne faudrait pas que ces députés, cette catégorie de députés, quand même, embrouillent le peuple et ne pensent qu'à eux-mêmes. Ce n'est pas du tout bien pour le pays. Le chef de l'État, oui, allez-y. Non, je pense que le problème fondamental que cette proposition ou les insinuations, les commentaires que nous lisons sur les réseaux sociaux posent, c'est le problème des ressources humaines de qualité, on va dire, que les partis politiques envoient au Parlement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de reconfiguration de la classe politique où des jeunes émergent. Des jeunes qui se sont bien formés, qui maîtrisent plus ou moins la chose politique. Je pense que ces jeunes-là, il faut les envoyer. Et il faut éviter d'envoyer des commerçants, des hommes d'affaires au Parlement. Et donc, le débat parlementaire doit être porté par, à mon avis, des intellectuels. Et les partis politiques doivent travailler à cela. Parce que ces députés qui demandent la retraite à la fin de leur mandat, c'est que vous allez constater que ça fait partie des réformes. Les réformes qui ont été engagées par le chef de l'État, on a constaté que les dépenses que les gens le faisaient, et qu'ils vous souviennent, le chef de l'État, lors de sa tournée, je crois en 2020, à Abou-Gomé, où il parlait des députés, il ne trouve plus, c'est pourquoi il n'amène plus au village. On les appelle plus tonton. On les appelle plus tonton, et que dans leur maison, ça ne draine plus de monde les week-ends pour venir demander de l'argent. Donc, quand vous analysez, vous comparez, enfin, vous mettez l'un dans l'autre, vous voyez qu'il y a une façon de faire qui a vraiment changé avec le chef de l'État. Et donc, ces députés se sont dit, après leur mandat, ils ne seront plus candidats à rien, ils ne sont pas des autorités de réserve qui seront utilisées par le chef de l'État après. Et donc, il faut s'assurer une retraite dorée. C'est pourquoi ils ont initié cette proposition de loi, à mon avis. Donc, je pense que, au-delà de tout, aller en politique, c'est aller faire une mission ponctuelle. Je vais vous titiller un peu. Non, oui, d'accord. Oui. Je vais vous titiller un peu. Le gouvernement a fait un projet de loi et demande que les députés traitent les questions de retraite en ce qui concerne les personnes qui ont occupé des fonctions, de hautes fonctions dans la République. Et est-ce que vous ne pensez pas, ou du moins je vais dire, est-ce que les députés ne vont pas répondre à cette opposition du chef de l'État en ne votant pas peut-être à ce projet de loi? Je jette un pavé dans la mare. Bon, en fait, moi, je vais peut-être, avant de venir sur la question, je vais revenir un peu en arrière pour dire que occuper une fonction politique, c'est quelqu'un qui occupe une fonction politique. Si nous sommes dans un pays où les choses vont très bien, je crois que celui-là qui occupe une fonction politique, c'est quelqu'un qui a une autorité, comme l'a dit mon vis-à-vis, qui a déjà une fonction, qui a déjà un métier. Pas forcément. Pas forcément. Mais si les choses allaient bien, c'est vrai qu'un chômeur peut accéder à l'Assemblée nationale. Un chômeur peut accéder mais là, quand un chômeur accède à l'Assemblée nationale, qui se contente du moment, c'est-à-dire des primes du moment, pour ne plus quand même espérer avoir quelque chose après. Maintenant, moi, je voudrais que
désormais, quand je prends l'exemple, les exemples sont légion, Oui. sont légion. C'est des cadres. Quand après cette fonction politique-là, retournent à leur service, c'est-à-dire à leur métier, pour continuer. Mais si c'est quelqu'un qui avait déjà un métier, qui allait à l'Assemblée nationale, et qui part qui retourne à son métier, c'est-à-dire sa vocation initiale, après cette vote ou bien cette proposition de loi ou bien le vote de cette proposition de loi commence par toucher à une pension, il y aura d'autres pensions là. La pension de son métier, peut-être la pension du député qu'il est. Alors que non, il faudrait que nous maintenant pour répondre à votre question, non, c'est vrai, je sais bien que cette proposition de loi des députés vient des réformes initiées par le chef de l'État. Oui. C'est tellement des gens qui l'ont fait, des gens qui ont proposé. Si on leur refuse la pension, est-ce qu'ils ne refuseront pas également de travail, de servir le peuple, c'est ça? Non, ils ne refuseront pas la pension. Je pense qu'ils sont des parlementaires, ils sont des représentants du peuple. Et je crois que toutes les actions qui engagent l'amélioration des conditions de vie du peuple qu'ils représentent, je crois qu'ils doivent ils doivent donner leur accord par rapport à tous ces... Je pense bien qu'ils ne vont pas bloquer cette proposition de loi parce que ça arrange ce projet de loi. Ce projet de loi parce que c'est initié par le gouvernement, ce projet de loi. Je pense qu'ils ne vont pas bloquer ce projet de loi parce qu'ils sont parlementaires, parce que c'est le peuple, ça arrange le peuple, ils sont des représentants du peuple. Ce n'est pas eux qui comptent, c'est le peuple qui compte. Donc c'est l'intérêt général qui compte à mon avis. Et je pense que ces députés, quoique parmi eux, on dénote des gens qui ne font pas le débat comme cela, des gens transparents, on va dire, qu'on ne voit jamais. Et quand ils vous disent qu'ils sont députés, vous dites, vous êtes député au Parlement, c'est ça, vous êtes étonné. Donc je pense qu'au-delà de tout, c'est l'intérêt général qui compte et ils sont conscients de ce qu'ils travaillent pour le peuple. Ils sont des représentants du peuple et donc ils sont là pour une mission précise. Et tout ce qui arrive et qui rentre dans le cadre de leur mission, ils sont obligés de le faire. Je ne crois pas que nos parlementaires soient animés d'une mauvaise volonté pour bloquer les avantages du peuple. C'est des analyses que nous faisons. Oui, des analyses que nous faisons. Tout ce qui vont dans l'intérêt général, je ne pense pas qu'ils vont bloquer ce projet de loi initié par le gouvernement. Votre avis avant qu'on ne passe au deuxième sujet? Non, comme tout le monde le dit, je ne pense pas aussi que ces députés, même si le chef de l'État leur refuse cette proposition de loi, refuse d'aller servir le peuple, puisque quand on vise l'intérêt public, l'intérêt national, on ne va quand même refuser c'est-à-dire de servir sa nation, donc son peuple. Donc, à mon avis, je ne pense pas que nous pourrons avoir ces députés dans nos rangs ou bien ces personnalités dans nos rangs. Je pense, pour finir sur le sujet, si vous permettez, que nous ne sommes pas contre nos parlementaires, surtout ceux de la 8e législature, nous ne sommes pas contre eux. Ils ont fourni des efforts assez impressionnants en matière de vote de loi. Il y a beaucoup de lois qui ont été votées, notamment la loi la dernière que j'ai beaucoup appréciée, c'est la protection de l'environnement, parce que nous avons besoin de vivre dans un environnement sain et ils ont voté cette loi. Moi, je pense que tout n'est pas mauvais au sein de la 8e législature. Et d'ailleurs, quand vous prenez tout un travail, quand on vous confie une mission, il y a toujours des failles. Donc, il y a toujours des failles, mais toujours est-il qu'ils ont fait un travail, ils ont fourni des efforts, cette 8e législature. Et au passage, on les apprécie, on salue ceux qui les félicitez. On les félicite. Voilà, on va passer au deuxième sujet. Cela concerne la revalorisation des salaires. Les attentes ont-elles été comblées? C'est une question que l'on se pose. Je crois que vous avez suivi le développement à travers les médias. Le SMIC qui est porté désormais à 52 000 francs, qui quitte 40 000 francs pour 52 000 francs. Et les salaires qui seront augmentés selon le chef de l'État en appliquant un taux par palier bien défini. Ce taux dont discuteront les personnes bien sûr adéquates ou du moins les personnes indiquées pour pouvoir décider des taux qu'il faut pour chaque palier. Mais voici ma question
à vous, Monsieur Gangwo. Comment appréciez-vous ce début de solution trouvé par le chef de l'État en attendant l'annonce des taux à appliquer au palier? Bon, merci beaucoup, Maurice. C'est vrai que vous avez dit début de solution. Et pour moi, c'est pas encore un début de solution parce que sur ce même plateau, j'ai eu à me prononcer sur cette annonce qui a été faite en décembre, si j'ai encore bonne mémoire, que c'était une mauvaise communication au niveau sommet de l'État. On ne pouvait pas quand même annoncer une chose sans en penser en amont. Ainsi, donc je l'ai dit ici. Bon, maintenant, si aujourd'hui, il y a ce début de dialogue entre partenaires, entre le patronat, syndicats et gouvernement. Donc, je pense qu'on peut espérer quelque chose. Mais ce n'est pas encore la solution. Puis la solution, c'est qu'il faut d'abord commencer par appliquer, c'est-à-dire les décisions ou bien les résolutions issues des différentes assises. Des échanges. Oui. Donc voilà. Donc pour moi, c'est pas encore. Donner votre avis sur le SMIC Oui, le SMIC, c'est déjà appréciable, je peux déjà l'apprécier, mais le gouvernement pouvait accorder mieux que 52, c'est-à-dire que 52 000. C'est vrai, de 40 000 à 52 000, ce n'est pas petit. 12 000 francs de différence, ce n'est pas petit. Avec 12 000 francs, on peut faire quelque chose. Au moins, c'est 30% d'augmentation. Oui, 30%. Ouais. Mais pourquoi le gouvernement ne peut pas aller à 40 ou à 50%? Le gouvernement a dit qu'il n'y a pas les moyens. Il ne pouvait pas, que techniquement, ce n'est pas possible. Oui. Bon, je le comprends. Mais d'autre part, je dis que c'est possible parce que pour satisfaire ceux qui bénéficient de ce SMIC ou bien qui sont les salaires, qui bénéficient du bas salaire, c'est ceux-là qui travaillent beaucoup pour le peuple. Et quand je prends peut-être les secrétaires exécutifs des mairies, vous savez, le salaire d'un maire à statut particulier, 2 millions. Mais je ne pense pas que le secrétaire exécutif d'une mairie, ce qu'il va faire est plus considérable ou bien plus chaud là que celui qui a 52 000. Non, celui qui a 52 000 est au four au moulin. Mais lui, il reste dans son bureau climatisé. Et à la fin, il signe les papiers ou bien trucs là, il réfléchit. Qui ne réfléchit pas? Tout le monde réfléchit dans ce pays. Chacun réfléchit à comment il va quand même manger. Donc c'est déjà un travail. Maintenant, on dit 2 millions pour un SE. Ces salaires-là, il faudrait qu'on revoie ces salaires à la baisse pour pouvoir satisfaire le bas peuple. Très bien. Et Sergino Lekosou, vous n'arrêtez de pouffer de rire. Non, je pense que un effort appréciable, on va dire comme ça, a été fait par le gouvernement en accordant, en augmentant le SMIC. Je dois vous dire que gouverner, c'est prévoir. Et nous sommes dans un contexte économique qui n'est pas forcément lié au Bénin. Et donc, pour donner des avantages, ce n'est pas 52 000, ce n'est pas à une seule personne. C'est à des milliers de salariés qui vous donnent ces 52 000, qui connaissent enfin, l'augmentation de ce SMIC-là, de leur salaire. C'est déjà un effort qu'il faut apprécier, un effort louable. 12 000 francs de différence, c'est très important à mon avis. Certes, c'est vrai que on va se dire dans les grandes villes, est-ce qu'on peut gagner ce salaire et se donner une location et un père de famille peut gagner ce salaire et arriver à supporter ses charges? Non. Mais déjà, c'est un pas qui a été fait par le gouvernement et je pense que ça vient de ce que les acteurs sociaux, notamment les centrales et confédérations syndicales, ont porté à maintes reprises cette question devant le chef de l'État dans leurs revendications. Et finalement, je crois que c'est un début de solution qu'il faut apprécier. C'est vrai que quand vous comparez, comme l'a dit le confrère tout à l'heure, quand on compare ce salaire à ce que les grandes personnalités, on va dire ça comme ça, les cadres, parce que quand ils parlent des secrétaires exécutifs, ce sont des cadres. Et donc, les cadres ne sont pas forcément des agents de bas niveau. C'est un travail qui a été fait. C'est des études qui ont été faites. C'est un diplôme qui a été obtenu. Et par rapport, des diplômes qui ont été engrangés. Ce sont des diplômes qui ont été obtenus et à grands frais. Et donc, ces travailleurs sont des cadres. Donc, ne demandez pas
à l'État de payer le même salaire à un cadre qu'à un agent, enfin, on va dire ça comme ça, à un agent qui n'a pas un grand niveau. Non, je pense que ce n'est pas l'État qui donne. Tout est prévu par les tests et tout est prévu par les lois. Même si on donne 2 millions, comme vous le dites, à des maires, c'est que c'est prévu par les tests de la décentralisation. Le maire, quand même, c'est un élu du peuple. Le maire n'est pas un citoyen comme tout le monde. Dans une commune, il est le premier citoyen. Un chiffon. Un chiffon. Dans une commune, il est le premier citoyen. On lui doit respect. Et son poste, quand même, le poste qu'il occupe, c'est important. Donc, je pense que dépassionnons le débat. Mettons le débat analysons les choses sur l'angle pas des populations qui crient leur ras-le-bol. Mais je pense que ce qui a été fait, je pense que ce qui a été fait, c'est vrai que c'est vrai que les cadres gagnent beaucoup, on ne refuse pas, mais les cadres ne travaillent, c'est des cadres de conception. Quand vous prenez tout ce que vous dites là, ceux qui sont au bas, qui travaillent beaucoup, ce qu'ils font, c'est souvent dicté par ceux qui ont quand nous prenons la grille, quand nous prenons la grille salariale, même cadre A1+, ou A1+12, quoi là, son salaire, c'est vrai. Je sais que c'est des diplômes, ceux qui occupent ces positions aujourd'hui, les SE, les préfets, trucs là. Bon, d'abord, les préfets, c'est des salaires politiques, mais les SE, c'est des cadres A1, peut-être A1+10, A1+12, je n'en dis combien pas. Mais quelle est cette grille salariale qui prévoit un salaire de 2 millions à 1 maire. En fait, c'est pas une grille, c'est des primes. Je n'ai jamais dit, c'est des primes qui sont prévues par les tests. Et je n'ai jamais dit que le débat, en fait, c'est pas le salaire, on n'est pas là pour parler ou bien un simple employé. Mais je pense que c'est une revendication qui a été satisfaite par le gouvernement. Je n'en dis combien, mais j'ai dit qu'on pouvait aller loin, on pouvait aller plus loin. Aller plus loin mérite de l'argent, c'est de l'argent. Est-ce que mais l'argent, on peut le trouver en revoyant à la baisse le salaire de ces trucs-là. Monsieur Zakari Gambo propose qu'on revoie à la baisse le salaire dans quelle grille salariale un cadre A1 et ses salaires sur le salaire des autres cadres. Qu'en pensez-vous? 2 millions, 12 soit 2 millions. Il n'y a pas encore ça dans ce pays. Sortez-moi la grille. Il n'y a pas encore une grille. Et je n'ai jamais dit que le cadre, c'est-à-dire un agent de truc-là, de liaison ou bien truc-là, gagne le même salaire que celui qui a peut-être le doctorat ou bien quoi là. Non, je n'ai jamais dit ça. Mais on peut, de 52 000, pourquoi ne pas aller à 80 000? Vous-même, vous l'avez dit, à Cotonou ici, 52 000, pour faire quoi? 52 000. Mais cette discussion a été menée longuement au cours des négociations, monsieur. Justement, maintenant, bon, d'accord, je dis, le gouvernement, c'est déjà un pas. Et c'est heureux que le gouvernement... Vous êtes tous unanimes sur le fait que maintenant, moi, je dis, c'est une avancée que le gouvernement a eu à faire. Maintenant, je dis, le gouvernement peut aller plus loin en permettant... Maintenant, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Est-ce que les attentes des syndicalistes ont été comblées? Non, pas totalement. Les syndicalistes, j'ai écouté certains syndicalistes qui ont dit que le peuple attend qu'on augmente le SMIC à hauteur de 80 ou bien de 90%. Même à 100%. On peut de 40, on peut aller à 100 000, non. On peut aller à 100 000 pour permettre à celui qui travaille de travailler dans une aisance donnée. Ce n'est pas supportable pour l'État. Non, justement, l'État supporte les salaires politiques. Là, c'est supportable, non? Un préfet qui est à 5 millions. Un cadre A1, 12, je suppose, A1, 12. Le SE ne peut pas dépasser, ça dit, cette catégorie de trucs-là, d'échelons-là. A1, 12, on dit qu'il est à 2 millions. Et le SE d'une mairie à statut ou bien quoi, là, ordinaire, est à 600 000. D'accord, là, je comprends, là, c'est raisonnable. 600 000. Mais allez voir un peu la mairie dans laquelle ce SE-là travaille. Bon, maintenant, ce que je suis en train de dire, il faut revoir les salaires politiques. Un ministre, la fourchette de salaire des ministres, c'est entre 8 millions et 16 millions. 8 millions et 16 millions. Jusque-là, on ne connaît pas le salaire du président pour dire, bon, voilà le salaire du président. Il faudrait que le président, fasse un abattement sur son salaire pour pouvoir supporter le bas peuple. Non, c'est vrai, c'est des débats qu'il faut mener. 52 000, c'est vrai, c'est un pas. C'est un pas.
c'est bien. Moi, j'encourage ça. Maintenant, je dis, on peut aller loin. On peut faire les abattements pour aller sur les salaires politiques. Les députés sont là, ils ne veulent pas dans ce sens. Ils sont en train de se proposer une pension à la retraite. Merci à vous. Je vais me tourner vers Sergino. Sergino, je vais vous poser une question. Voilà ce que propose notre confrère. Il faut faire un abattement sur les salaires trop élevés pour pouvoir répartir les salaires politiques, pour pouvoir répartir les surplus sur le salaire des fonctionnaires et tout. Dites-nous, le chef de l'État propose plutôt qu'on augmente les salaires par palier, qu'on applique des taux par palier. À comparer cette solution à la solution du chef de l'État. Je pense que pour schématiser le problème, je prends un père de famille dont les enfants réclament des choses. Le père de famille, il connaît son salaire, il connaît ses avoirs, il connaît ce qu'il gagne par mois. Et donc, l'enfant qui est peut-être à 500 francs de petit déjeuner, qui veut une augmentation de son petit déjeuner, c'est des charges pour le père. Et donc, le père n'a pas seulement que ça à faire. Il y a beaucoup de choses, c'est ce qu'il ne faut pas ignorer. Maintenant, demander de faire un abattement sur les salaires politiques, moi, je ne sais pas si ça sera fait. C'est laissé à l'appréciation des acteurs politiques. Non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre sa proposition. Mais je me demande est-ce que c'est possible de le faire? C'est laissé à l'appréciation de nos dirigeants de voir si c'est possible de le faire. C'est vrai qu'on a toujours dénoncé que nous ne maîtrisons pas le salaire jusqu'à aujourd'hui. Moi, je ne connais pas officiellement le salaire que gagnent les ministres. Je ne connais pas officiellement le salaire du président de la République. Et donc, quand on ne connaît pas ces salaires-là, moi, ça me serait difficile de demander qu'il y ait abattement. Les chiffres de 8 millions, de 16 millions qu'avance mon confrère, je pense qu'il n'a pas les preuves de ces chiffres-là. C'est supposé que ce sont des supputations, les bruits de couloir peut-être qu'il a entendus et qu'il est en train de faire tout ça. Donc, je ne suis pas contre. Moi, je suis pour le fait qu'on augmente le salaire des travailleurs et que ça soit au mérite, on va dire, qu'on donne à chacun ce qu'il mérite, à mon avis, et que les travailleurs puissent travailler, les conditions de travail, de vie de travailleurs puissent changer, qu'ils soient à Cotonou, à Porto-Novo, à Fosso-Ogba, ou à Koklofenta, ou à Totone, à Lindjinde, que ces travailleurs puissent travailler, ceux qui sont dans des zones lacustres, que les conditions soient améliorées. C'est ce que moi je vais demander. On ne doit pas rentrer dans un fétichisme de ces salaires, d'argent, mais toujours est-il que ces travailleurs puissent se sentir à l'aise dans ce qu'ils font, qu'ils soient enseignants ou pas, qu'ils soient dans l'administration ou pas, qu'ils se sentent à l'aise dans ce qu'ils font, que les primes qui doivent être versées soient versées à temps, qu'ils soient forces de l'ordre, policiers et consorts, que chacun puisse vivre de son métier, c'est ce qu'on va demander, puisse vivre de son travail, c'est ce qu'on va demander. Parce que quand on va rentrer dans un fétichisme de salaire, il faut augmenter 52% à 80, à 100 000. Non, moi, ce que je veux, c'est que chaque travail mérite un salaire décent, que ce salaire décent soit payé et que tous les travailleurs du Bénin puissent se sentir à l'aise dans ce qu'ils font. Vous voulez le résultat final, vous ne voulez pas les débats stériles et tout ça. Zachary Gango, il a été dit que si la situation s'améliore, les augmentations sur les salaires s'opéreront en novembre. Le si me dérange un peu. Qu'adviendrait-il si la situation ne s'améliorait pas? Le si, c'est la condition. C'est une condition. Donc, puisque avant même cette date de novembre 2022, il y aura beaucoup d'assises et que c'est le gouvernement qui a l'initiative de convoquer ces assises et c'est le gouvernement qui a la manœuvre de toutes les choses, je peux dire. Oui. Si le gouvernement veut, ça sera fait. Mais si cela c'est-à-dire si c'est seulement les syndicalistes qui vont proposer, les syndicats ne peuvent pas proposer des échéances, c'est-à-dire ne peuvent pas faire des échéanciers, mais donner des échéances pour quand même permettre au gouvernement, c'est-à-dire pour des assises. Donc c'est le gouvernement qui décide tout. Si le gouvernement veut, ça sera effectif en novembre dont on parle. Mais le si là, même quand j'ai lu le si, c'est-à-dire j'ai lu la phrase, j'ai vu si les choses s'amélioraient. Quand vous avez vu si, ça m'a beaucoup dit. Ça vous a fait ça? Oui, ça m'a dit. Ça là, c'est encore quoi? C'est le gouvernement qui décide tout. Et il met encore si. Pourquoi ceci là?
Non, je Non, pense c'est que pour si- peut-être attribuer le tort aux syndicalistes ou bien à Si, qui on non, veut attribuer si. le tort. Donc, mais quand le SILA ne me donne pas moi d'espoir qu'en Ah bon. en novembre, quelque chose sera fait. Non, Ah, si. Dites-nous quelque chose Ouais, par rapport à par rapport ceci. à cette À ceci, préoccupation. Sergino. Non, si, Oui. c'est que moi, au-delà de ce que mon confrère ne partage pas ceci, je pense que les syndicalistes étaient en face du président de la République, du chef de l'État. Et le chef de l'État est une institution. Et si une institution donne sa parole, il faut que l'institution puisse respecter sa parole. Et l'institution dont on parle, c'est le chef de l'État. Mais qui a dit si là c'est l'institution qui a dit si. Laissez-moi finir. Et si le chef de l'État, qui est une institution, donne sa parole, dit, bon, à partir de novembre, vous aurez vos augmentations, c'est acté. Non, si ne dit pas le si. Mais voilà, Ouais, si ne dit voilà, pas c'est le ça. si, C'est celle-ci qui est Ouais. dérangeante. Si ne dit, écoutez, si va finir, si ne Ouais. dit pas le si, c'est que les travailleurs doivent espérer. D'accord. Mais un bon père de famille, il s'est dit, d'avril à novembre, il peut y avoir des situations, si c'est possible. On a eu Corona, on a eu il peut y avoir des la guerre de situations l'Ukraine. qui continuent de, Bon, il de peut y avoir faire, autre chose il peut y encore. avoir autre chose. Donc, Non, il non, prend mon des frère, réserves. Il prend des réserves. Non, il prend des réserves. Non, Non, on va le laisser laissez-moi finir. finir. Il Oui. prend des réserves. Le mieux, c'est de dire si la situation s'est améliorée. Si la situation ne s'améliore pas, je pense que le chef d'État n'est pas fait fermer. Dès que les centrales vont vouloir encore le rencontrer, il va accepter, ils vont négocier. Il va dire par rapport à ça, je n'ai pas pu. Ou on ne pourra pas faire. Ne parle-t-il pas de la situation de la mamite aussi? Oui, exactement. C'est les avantages que demandent les syndicalistes. Vous pensez mais que là- quoi? mais là, Il n'y a pas de baguette magique que le chef de l'État, la présidente, et quand il tape, l'argent sort. C'est l'argent, c'est nos tasses, en fait. Non, il faut que nous comprenions ça. Si les citoyens Nous, paient bien leurs tasses jusqu'à novembre, Oui, hein? oui. Et si les conditions changent, parce que quand vous écoutez, par exemple, la dernière sortie du ministre du Commerce, qui disait que les jours à venir, on aura peut-être des pénuries de certains produits. Et donc, vous voyez, on n'a pas la maîtrise de la situation. Ce n'est pas le Bénin, je l'ai dit. Il y a une crise, il y a une guerre, il y a la guerre en Ukraine. Ça n'est pas le Bénin. Le blé, ça coûte cher aujourd'hui, mais ça vient de là-bas. Il y a beaucoup de choses et de chocs exogènes, on va dire, qui touchent le pays. Et donc, ça n'est pas imputable au chef de l'État. Je ne défends pas le chef de l'État. Je ne suis pas à la présidence. Je ne suis pas un conseiller du chef de l'État. Mais par rapport à mes analyses, je dis que tous les pays africains sont touchés par la guerre en Ukraine. Et donc, les pays du monde, ils ont coupé le gaz à des pays. Les pays du monde. Donc, le si là du chef de l'État, moi je pense que c'est par rapport à ces situations que le chef de l'État dit si. Ce n'est pas un si alarmant. Non, ce n'est pas un si alarmant, je ne pense pas. Même si ce n'est pas un si alarmant, et une autorité du genre, une institution du genre ne peut pas dire à partir de, je donne un exemple, à partir du 1er mai, je ne commence pas à donner temps aux salariés. C'est que l'avantage sera accordé parce que c'est le chef de l'État qui l'a dit. Et si à partir de novembre, l'avantage n'est pas accordé, il y aura peut-être, vous connaissez les syndicalistes, des sit-ins, des marches de protestation et tout. Et donc, moi, je pense que le si, c'est peut-être que c'est analysé sous forme de réserve du chef de l'État. Au cas où la situation ne s'améliore pas, vous ne le voyez pas. Mais si la situation s'améliore, et on connaît le chef d'État, s'il le dit, il le fait. Zachary, êtes-vous convaincu? Est-ce que ceci ne reste pas toujours problématique pour vous? Même si, pour Sergino, ceci n'est pas alarmant. N'est pas alarmant et que c'est peut-être le chef d'État conditionne ceci, bien conditionne cette phrase-là à la situation économique ou bien la situation mondiale, économiquement mondiale. Non, mais moi, je dis que ceci-là, c'est vrai que c'est des situations peuvent quand même venir entraver, c'est-à-dire mettre en cause les bonnes intentions, les bonnes idées. Mais ceci, quand moi je l'analyse dans l'angle où c'est le chef de l'État, c'est lui qui est à la manœuvre, c'est lui qui détient, c'est-à-dire qui a le pouvoir de convoquer les assises. Et ça, c'est-à-dire, je suis en train de voir que peut-être dans sa volonté de proposition, mais dans ces propositions, les syndicalistes peuvent aller contre. Parce que les syndicalistes, c'est des gens c'est des partenaires qui sont exigeants, c'est-à-dire en tout cas exigeants, qui demandent trop. Donc, ils demandent trop, ils ne demandent pas trop, ils sont exigeants. Donc, il peut y avoir ce tiraillement-là qui peut quand même, bloquer le chef de l'État à quand même appliquer sa volonté, c'est-à-dire mettre en œuvre sa volonté de revaloriser les salaires en novembre dont il parle. Mais moi, je dis, le si là, parce que quand mon confrère parlait tout à l'heure... Oui, le si là a fait quoi? Le si là, vraiment, ça sème du doute.
Ça sème de doute. Ça sème de doute. Ça sème de doute. Il n'y a pas de doute à avoir. Il y a de doute pour moi. Il y a de doute pour moi parce que on dit gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Quand je dis l'annonce qui a été faite en décembre, est-ce que le gouvernement avait prévu d'augmenter vraiment les salaires, de valoriser les salaires avant de faire cette annonce-là? Non, c'est maintenant. Normalement, c'est maintenant. C'est en ce moment-là, on devrait quand même annoncer pour dire, nous voulons maintenant, c'est-à-dire augmenter le salaire. Il faudrait que les partenaires sociaux, quand même, viennent à la table de négociation et donner leurs propositions. Et le gouvernement analyse les propositions. Le gouvernement aussi fait ses propositions. Et il y a une commission qui valide. Mais sans ce travail préalable, on va finir avec ce sujet. Vous avez 30 secondes. On annonce un délai. Le détail de publication que j'ai en face de moi. Oui, Zachary Gango. Il dit, par exemple, il dit à ces journalistes, c'est un exemple que je donne, nous sommes à 10 000 ventes par mois. Oui. Quand on va passer à 20 000, je vais augmenter vos salaires. Si on passe à 20 000, j'augmente le salaire. Si on passe à 20 000, il va le faire, c'est simple. Mais s'il ne le fait pas, c'est d'une mauvaise foi. Si vous passez à 20 000, allez vous augmenter les salaires ou pas? S'il ne fait pas à 20 000, je vais augmenter les salaires. C'est comme ça, c'est ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est de cela qu'il s'agit. Je suis en train de dire que ceci les avantages, le budget national, ce n'est pas la poste du chef de l'État. Et le budget national, on n'a pas dit, on n'a pas demandé, on ne demande pas au chef de l'État de mettre la main dans sa poche et payer les travailleurs. Merci. Donc, ceci-là, en tout cas, c'est ainsi quand même. Nous sommes là pour abuser. Merci, même si vous tenez à votre si, je vous l'arrache. Nous allons continuer ce débat maintenant pour aborder le troisième sujet. Nous n'avons pas de véhicule de secours, donc nous ne pouvons pas intervenir. Selon les informations reçues, voilà la réponse à laquelle les citoyens de Boycon et environ ont droit suite aux appels à l'endroit des sapeurs-pompiers après des cas d'accident. Il faut préciser que le groupement national des sapeurs-pompiers basé à Boycon couvre tout le département du Zou et même la commune de Tofor dans l'Atlantique. La question la voici. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Non, je pense que on dit des hommes, des missions et des moyens. Et on connaît la performance de nos sapeurs-pompiers en ce qui concerne les soldats du feu, en ce qui concerne les interventions sur des terrains ou des situations de feu, d'inondation et consorts. Mais ce qui est déplorable, c'est que on constate, et ce n'est pas seulement à Boycon seul, dans d'autres communes, que ces soldats du feu n'ont pas le matériel qu'il faut pour pouvoir couvrir leur territoire de compétences. Quand vous dites tout le Zou, ça fait 9 communes. Est-ce qu'ils ont le matériel qu'il faut pour couvrir les 9 communes du Zou? Je ne pense pas. Et je crois que c'est sur ces terrains que nous attendons nos parlementaires voter des lois pour donner les moyens aux soldats. Parce que quand les jeunes, souvent, quand vous écoutez les discours des hommes politiques, ils sont le fer de la nation. Donc, ils sont la relève de demain. Et donc, quand il arrive que des jeunes, par des situations, font des accidents de circulation, il faut quand même que ces soldats aillent sauver ces jeunes-là pour les récupérer et les conduire d'urgence à l'hôpital. Mais à des moments donnés, même pour les vendeurs d'essence paillot, parfois il y a feu, mais c'est 1 heure après que les sapeurs-pompiers arrivent parce qu'on dit le véhicule est allé faire une intervention ailleurs, donc il faut l'attendre, il faut que le véhicule vienne d'abord pour faire tout ça. En gros, moi je pense que c'est un véritable problème qui se pose. Il faut que les dirigeants, les parlementaires, s'ils nous suivent actuellement, il faut qu'ils trouvent les moyens pour demander à l'État de renforcer les équipements ou l'équipement de ces soldats-là et que de décentraliser, on va dire, les soldats du feu. Comment une seule équipe va servir toutes les 9 communes du Zou et même une autre commune dans l'Atlantique? Donc je pense qu'il faut véritablement donner de moyens à ces soldats du feu. Moi, je dis toujours, ceux-là qui ont décidé d'offrir leur poitrine pour sauver le peuple, il faut les encourager, il faut les motiver. Il n'y a pas meilleure motivation, c'est d'augmenter les primes et les salaires de ces agents qui travaillent beaucoup, il faut le préciser, mais qui manquent
suffisamment de moyens, que ce soit moyens financiers dans leur poche, que ce soit moyens roulants pour aller sur les interventions. Et je pense que le chef de l'État, forcément, il est à l'écoute, ou ses conseillers sont à l'écoute. Ils vont quand même trouver les moyens qu'il faut. Même les autorités de l'armée doivent être à l'écoute et ils doivent renforcer les équipements des sapeurs-pompiers. Parce qu'on dit souvent, on a parlé de revalorisation des salaires tout à l'heure. Pour faire la revalorisation des salaires, il faut quand même le paiement des taxes. Et si on laisse des citoyens mourir parce qu'on n'a pas pu intervenir pour les sauver à temps, on va manquer de quoi développer le pays, alors que nous avons besoin, le pays a besoin de toutes ses filles et de toutes ses filles pour sa construction. Je pense que le bleu est posé, il faut trouver les moyens pour que ces soldats puissent faire le travail comme cela se doit. Zachary Gango, voilà ce qui est dit par Sergino. Dites-nous ce que vous en pensez. Bon, c'est une situation vraiment regrettable parce que les sapeurs-pompiers sans moyens, quand même, pour intervenir. Et je pense bien qu'ils ont leur base à Boycon ou à Bomé. Ils ont leur base à Boycon. Et c'est à Boycon, il y a l'accident, ils n'ont pas les moyens d'intervenir. Donc vraiment, c'est une situation qu'il faut quand même déplorer. Et comme l'a dit Sergino, il faudrait que le gouvernement et les députés qui sont à l'Assemblée de penser à cette question, de pouvoir doter ces hommes en uniforme qui sont là pour la sécurité et la vie des citoyens, quand même, qu'ils puissent quand même voter, de leur proposer, faire des propositions de loi afin de donner les moyens subséquents à ces différents corps d'armes. Donc voilà, et franchement, ça fait froid aux yeux quand on entend que les sapeurs-pompiers disent qu'ils n'ont pas de moyens pour intervenir. C'est pas bien. Et comme Zou, c'est un grand département à 9 communes. Et il couvre aussi la commune de Togo qui est dans l'Atlantique. Et cette base de sapeurs-pompiers, on ne leur donne pas les moyens. Et comment ils vont intervenir? Et regardez la distance entre la ville, c'est-à-dire leur base, et peut-être Banté. S'il y a peut-être un sinistre à Banté, comment ils vont... dans les collines. C'est dans les collines, bon, d'accord. Oui, dans les collines, mais... Disons Adidja. Adidja. Donc, vous voyez, il faudrait que le gouvernement puisse quand même penser à doter ces sapeurs-pompiers de moyens roulants pour le gouvernement, oui, mais c'est sur ce terrain qu'on attend également les acteurs politiques. Oui, vous l'avez dit. Ils peuvent quand même acheter des véhicules, des moyens roulants pour montrer est-ce que c'est encore possible à l'heure où nous sommes à la veille des législatives, c'est encore possible. Bon, d'accord, voilà qui est dit. On va passer au dernier sujet rapidement parce que le temps qui nous est imparti était pratiquement à sa fin. Il ne nous reste qu'à peine 1 ou 2 minutes. Encore une fois, cette semaine, un message de celle qui se considère comme Dieu a alimenté la toile, un message adressé à ses fidèles où elle exprimait sa désolation par rapport au comportement des fidèles qui traînent les pas à faire les rituels de la dite église. Elle est allée jusqu'à dire « je vais vous abandonner ». Et que pensez-vous de ces messages périodiques qui circulent sur les réseaux sociaux dans lesquels celle qui se fait appeler Dieu insulte ouvertement cette oui, moi je vais d'abord réagir. Allez-y, Zachary. Vous avez jamais vu un Dieu? Oui, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est lui qui pose les questions. Que pensez-vous des messages, de ces messages-là Voilà. Les fidèles sont-ils exaspérés? Moi, c'est un même dossier. Depuis un bon moment, je ne suis plus sur ce dossier. Je me suis dit que c'est de la foutaise là. J'ai eu des révélations, c'est-à-dire... Tendancieuses. Oui, tendancieuses. Et vraiment, il faudrait que le gouvernement aille fermer cette église-là. C'est-à-dire, ce n'est pas de la blague. Il faudrait qu'on aille fermer Banamé. C'est-à-dire, cette papette qui dit qu'elle est Dieu. Dieu se trouve sur la terre. Il n'y a pas un Dieu sur la terre. Donc, je crois que c'est... On va le laisser. Donc, il faudrait que le gouvernement, quand je dis le gouvernement, le chef de l'État prenne ses responsabilités pour aller arrêter le désordre qui se passe dans cette localité de Zayanando. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'est une proposition osée de mon confrère quand il dit le gouvernement doit fermer. Une proposition audacieuse. Audacieuse, vraiment audacieuse. Le gouvernement doit fermer. Non, je pense qu'au-delà de tout, je l'ai dit sur un plateau de télévision, je vais encore le répéter aujourd'hui, le champ lexical utilisé, c'est de la comédie. La comédie, à mon avis. Parce qu'il a dit
on n'a jamais vu Dieu sur terre. Et le discours, généralement, à l'endroit des autres églises, est rébarbatif, est violent. Et quand vous l'écoutez, Dieu est miséricordieux. C'est ce que la Bible nous apprend. C'est ce que moi j'ai lu dans la Bible. Dieu est miséricordieux. Donc, Dieu ne professe pas des menaces. Mais elle fait des menaces. Quand vous suivez ses audios sur les réseaux sociaux, elle fait des menaces. Moi, je pense qu'au-delà de tout, le Bénin est un État laïque. Je ne suis pas contre une religion. J'ai ma religion. J'ai ma foi. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de désordre. À ce niveau-là, l'Église, son rôle fondamental, c'est l'édification de la personne humaine, c'est l'éducation de la personne humaine. Est-ce que quand vous suivez vous souhaitez qu'on mette de l'ordre dans le désordre? Oui, quand vous suivez ces audios, vous pensez que là, vous dites que mais l'Église ne joue pas son rôle. Si véritablement c'est une Église de Dieu, comme on l'a dit, elle-même s'autoproclame Dieu. La dernière fois, elle a été malade, elle a demandé des aides à ses fidèles. Je me demande si Dieu tombe malade. Bon, ça, c'est une préoccupation. L'autre chose que moi, je tiens à dire, c'est que nous sommes au Bénin. Et c'est le gouvernement des lois qui gouverne et non le gouvernement des hommes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des lois qu'il faut respecter. Il y a des textes de loi dans le pays. Et je pense que les autorités ne jouent pas en griffe leur rôle, à mon avis, quand une jeune fille, une dame, on va dire comme ça, à longueur de journée, ces audios passent sur Facebook, sur Twitter, WhatsApp, Twitter, sur les réseaux, on va dire, où elle est menaçante envers le peuple, où personne ne parle. Récemment, elle a dit que le chef de l'État, les ministres sont dans ses mains, en enfant, et personne n'a réagi. Le ministre de l'Intérieur n'a pas pipé mot. Moi, je pense que quand c'est fait comme ça... La Côte d'Ivoire a montré la voie. Oui, elle a montré la voie. Quand c'est comme ça, ceux qui pensent, les observateurs et lecteurs, qui croient qu'il y a une accointance avec le système en place, moi, je leur donne raison. Parce qu'à un moment donné, il faut allumer le feu rouge, il faut dire stop à ce qui se passe. Donc, je pense que on attend que nos autorités réagissent. Nous, on va dénoncer. C'est ce que nous faisons. C'est notre métier. C'est de dénoncer. C'est de montrer du doigt aux dirigeants ce qui ne va pas dans le pays. Et donc, on va le faire. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Et je pense aussi qu'il faut arrêter. Nous sommes un pays dont notre démocratie a servi d'exemple et sert toujours d'exemple. Et donc, il faut éviter ce désordre-là. Il faut quand même extirper ceux et celles qui sont prêts à mettre le feu dans notre maison. Il faut les extirper. C'est ce que je vais demander à nos autorités. Voilà qui est dit. Je vais vous demander rapidement vos mots de fin, mots de la fin, Zacharie Gangou. Ok, merci Moré pour m'avoir invité sur le plateau pour c'est un plaisir. Une fois. Donc sur le sujet, mon mot de fin, c'est de demander aux députés qui proposent, qui ont la manœuvre de proposer des lois, de beaucoup quand même penser au peuple. Sinon, ce n'est pas bien que de ces genres de propositions surgissent à l'Assemblée nationale et qu'on pense à l'après-fonction politique. Donc, il faudrait qu'ils eux-mêmes prennent conscience de ce que nous sommes en train de dire et se disent que cette proposition de loi n'arrange pas le peuple. Donc, voilà un peu ce que je peux dire comme mot de fin. Merci beaucoup. Sergino Lokoso. Mot de fin, c'est de vous remercier pour le plaisir et l'amitié que vous m'avez fait en m'invitant sur vos plateaux. C'est la première fois. Et je vois que c'est moi qui vous remercie, qui vous salue pour ce travail ô combien citoyen que vous abattez, vous et toute l'équipe de cette télévision. Et je crois que je vais commencer par venir de temps à autre. Ça fait plaisir. Je ne vais plus refuser vos invitations. Ça fait plaisir. C'est la même. Malgré la distance. Oui, malgré la distance, je vais venir. Ne vous en faites pas. Je crois que ce qui m'intéresse dans tout ce qu'on a eu à dire, c'est ce qui se joue à Boycon au niveau des sapeurs-pompiers. Je pense qu'une fois encore, je vais inviter les autorités à trouver de façon urgente des solutions à ce problème d'équipement, de manque d'équipement des sapeurs-pompiers, parce que il faut que les sapeurs-pompiers soient équipés pour sauver le peuple, parce que nous sommes à la veille des législatives et le peuple constitue un bétail électoral pour ces acteurs politiques. Il faut ces acteurs politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, puissent trouver les moyens, les solutions, les moyens, les voies et moyens pour que les équipements de ces sapeurs-pompiers soient renforcés, qu'ils soient motivés aussi. Je continue de le dire, ils font un travail assez impressionnant, qu'il faut les motiver. Et la meilleure motivation, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut renflouer leur poche, c'est important.
Belle conclusion, Sergino Lokossou. Madame, Messieurs, vous avez compris que nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons débattu de 4 sujets. Pension des députés, que comprendre du nom de talon, revendications des salaires, les attentes ont-elles été comblées, boycott, les sapeurs-pompiers sans véhicule d'assistance, et puis Banamé, les fidèles en ont-ils marre? Les conclusions ont été claires. Il faudrait que les responsables à divers niveaux prennent leurs responsabilités en ce qui concerne le 4e sujet. Nous avons reçu pour vous sur ce plateau un habitué, Zachary Dango. Zachary Dango, merci d'être venu. Vous êtes directeur de publication du journal La Flamme du Golfe. Vous avez dit que la flamme, elle est toujours allumée, même si elle est très bien. Alors, quelle figure de style? Vous avez bien dit Sergino Lokossou. Sergino Lokossou, merci d'être venu votre première fois sur notre plateau, mais désormais vous ferez partie de la famille des habitués. Vous êtes directeur de publication du VIF et du journal VIF. Vous avez dit VIF d'Afrique. Voilà. Vous nous avez parlé de votre journal. On vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie des programmes de Eden TV. N'oubliez pas de suivre Diaspora FM 102.3. Bonne suite de nos programmes et à très vite.